bienvenue à tous à la deuxième édition de Métamorphose. Et merci à vous de vous être inscrits et de participer à cet atelier. Donc atelier qui s'appelle Méthanisation lorsque les collectivités locales s'engagent et que j'aurai le plaisir d'animer. Donc le but de nos échanges, ça va être de valoriser, de mettre en avant, de donner un coup de projecteur sur des initiatives, des bonnes pratiques de la part des collectivités locales pour développer la méthanisation sur leur territoire. Alors, moi je m'appelle Didier Delobel, je suis délégué territorial GRDF et je vais être accompagné pour cet atelier donc, de monsieur Philippe Magnier, qui est le directeur général adjoint des services de la ville d'Amiens et de l'agglomération d'Amiens Métropole, de madame Émilie Grossman, qui est manager project au cluster Energia d'Amiens Métropole, de madame Patricia Poupard, alors qui est à la fois conseillère régionale de la région Hauts-de-France et vice-présidente du syndicat mixte Baie-de-Somme Trois-Vallées, et de monsieur Michel Decol, qui est à ma droite, qui est le président du SIECF, syndicat intercommunal d'énergie des communes de Flandre. Alors, juste avant de leur donner la parole et de rentrer dans le détail, on va dire, des bonnes pratiques locales, pour introduire un peu le sujet, je voulais juste rappeler et repositionner trois vérités, on va dire trois certitudes. La première, c'est que la transition énergétique se fera par les collectivités locales. La deuxième, c'est que la méthanisation, c'est à la fois un processus territorial, local et d'économie circulaire. Et le troisième, et c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet, c'est que les collectivités locales vont avoir un rôle important, déterminant, sur la dynamique locale de la méthanisation, et notamment par l'intermédiaire de la fixation d'objectifs. Et là, je pense notamment à tous les exercices de planification énergétique, des EPE, tous les exercices que l'on connaît, SCOT, PCAET, Stradet, etc., etc. Voilà, pour planter un petit peu le décor et le but de l'atelier. Alors, je vais commencer par interroger Philippe Magnier. Donc, Philippe Magnier, vous représentez une collectivité de 200 000 habitants qui, je le sais, a des ambitions et des objectifs forts en termes de transition énergétique et d'énergie renouvelable et d'énergie décarbonée, notamment. Alors, les deux questions que j'ai envie de vous poser, c'est premièrement, sur l'introduction que j'ai faite sur le rôle des collectivités locales, qu'est-ce que vous en pensez? Et deuxièmement, qu'est-ce que l'Amiens Métropole peut mettre en place pour favoriser la méthanisation sur le territoire? Alors bonjour, ça fonctionne tout le monde? Parce que moi j'entends pas grand-chose ici. Alors effectivement, la transition énergétique sur l'agglomération d'Amiens, on est en plein dedans. On a développé un programme, donc une planification énergétique, ce qui nous a aidé. Mais notre premier document que nous avons élaboré, qui s'appelle l'adhésion à la Convention des maires au niveau de l'Europe, qui nous oblige, sous une forme très synthétique et très technique, mais qui nous oblige à faire un plan climat très, très rapide, avec des engagements très forts. Et à partir de ça, on a pu engager notre transition énergétique en matière d'énergie renouvelable. Nos élus nous ont fixé une feuille de route qu'on appelle l'autonomie énergétique, qui a fait l'objet Émilie en parlera mieux que moi, d'un colloque la semaine dernière. Alors, l'objectif de cette feuille de route, c'est d'avancer dans l'énergie décarbonée. Donc, de continuer, on a commencé par dans l'énergie décarbonée, acheter des bus électriques que vous voyez fonctionner pas très loin d'ici, sur le centre-ville, mais systématiquement d'être décarboné dans nos choix énergétiques. Donc, on est sur une ferme solaire de 18 hectares, le réseau de chaleur qui est en train ce mois-ci de démarrer avec 80% d'énergie renouvelable, mais on va chercher toutes les énergies possibles et notamment les énergies fatales. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'énergie qui s'envole, qui n'est pas utilisée. Là, sur le réseau de chaleur, on installe des pompes à chaleur à la station d'épuration en Bonne pour récupérer les calories sur les eaux de sortie. On sort de l'eau à 16 degrés, on va la sortir à 5 bientôt. Sur un peu de biomasse, des choses comme ça, pour vous dire qu'on diversifie du solaire, on essaie de diversifier. Alors sur la méthanisation, effectivement, Amiens est la première ville de France à avoir eu une usine de méthanisation en 88-89.
Ça n'a pas été extraordinaire au départ. Maintenant, ça fonctionne très bien. On est très performant. On sort 150 normomètres cubes par tonne de déchets entrant dans les méthaniseurs. Et là, on va passer à une autre étape qui consiste à faire une filière à part, parce qu'aujourd'hui, on mélangeait tous les déchets. On va faire donc une filière à part pour ne faire entrer que les déchets de l'agroalimentaire. Parce qu'on est dans un espace agricole important où il y a beaucoup d'agroalimentaires. Tout le nord du bassin parisien, il y a des quantités d'usines agroalimentaires qui ont qui ont des déchets, il y a toujours des rebuts dans ces usines-là. Et là, on va faire donc une filière bio qui va accepter ces déchets-là où on va monter en qualité. Parce que si on parle méthanisation, il faut aussi parler qualité. On ne peut pas dire je méthanise et qu'est-ce qui en sort, parce que le gaz n'est qu'une partie de ce qui va en sortir, mais il y a des jus, il y a du solide, la matière sèche. On ne peut pas se permettre de ne pas regarder ce qu'elle devient. Donc si on veut, encore une fois, éviter d'aller mettre ça en centre d'enfouissement, il faut que ce qu'on sorte ait de qualité pour pouvoir être valorisé en agriculture. Ça, c'est l'objectif. Et ensuite, dans ce qu'on sort aujourd'hui de la méthanisation, en fraction solide, il y a encore beaucoup de combustible. Donc on va extraire, dans le nouveau contrat qui est passé au conseil d'agglomération la semaine dernière, on va extraire le bois et le plastique pour faire du combustible solide de récupération et on va essayer de trouver des débouchés. Voilà. D'accord, donc une chaîne complète. Et si en 3 mots, vous deviez résumer, synthétiser les retombées positives de la méta pour le territoire d'Amiens Métropole, de manière synthétique, les externalités positives. Alors, les externalités positives, c'est qu'il y a plein, le monde agricole est en train de se tourner vers la méthanisation. Comme on est un peu spécialiste du sujet, on vient nous voir, on essaie de donner quelques conseils. On voit aussi les riverains qui viennent nous voir. Parce que ça ne plaît pas toujours, on essaie de trouver des solutions. On est sur un sujet là, un peu délicat au sud d'Amiens, on n'a pas encore réussi à mettre tout le monde d'accord, mais il faut, sur la méthanisation, les retombées positives, c'est effectivement de traiter des déchets, de faire du gaz renouvelable, d'offrir un complément de revenu au monde agricole, c'est certain, il faut que ce soit accepté par la population. C'est un tout. C'est comme ça qu'il faut voir. Donc un rôle sur le dialogue territorial. Le dialogue territorial. D'accord, entendu. Alors je ne l'ai pas précisé, mais l'idéal c'est que ce soit interactif. Donc après chaque intervenant, s'il y a des questions, des réactions, des remarques, des contributions, surtout vous n'hésitez pas. Alors je vais m'adresser à Michel Decolle. Donc Michel Decolle, vous présidez un syndicat concédant qui a la compétence gaz, donc qui est le SIECF. Alors est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer, nous situer ce qu'est le SIECF, nombre de communes, compétences, etc. Et finalement, un syndicat concédant qui a la compétence gaz, de quel levier il dispose, lui, localement, pour accélérer le développement de la méthanisation sur les territoires dont il a la compétence. D'accord, donc le SIECF, c'est un... Vous entendez là? Parce qu'on se pose toujours des questions quand... Oui, donc c'est un syndicat qui regroupe 98 communes. Donc c'est-à-dire que nous sommes situés entre la métropole européenne de Lille et la communauté urbaine de Dunkerque. Sur ces 98 communes, 59 sont desservies en gaz. Donc nous sommes donc l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité et de gaz depuis maintenant plus de 50 ans. Donc sur notre territoire, nous avons donc 7 unités de méthanisation qui sont opérationnelles, mais qui sont actuellement en cogénération, c'est-à-dire que le gaz produit passe par une turbine pour injecter sur les réseaux d'électricité. Et 7 projets de méthanisation qui sont soit en projet, soit en cours de réalisation, avec un objectif particulier qui est l'injection sur le réseau gaz actuel. Donc il y a bien sûr des petits problèmes, je ne sais pas si je continue dans la discussion. Il y a peut-être des petits problèmes parce que dans les constructions de méthanisation, bien sûr elles se font majorité quand même de la campagne. Donc là, je n'ai pas trop de soucis.
Mais il y a surtout les canalisations d'alimentation qui posent parfois des problèmes pour la simple raison, c'est que les canalisations qui sortent des méthaniseurs, ce sont des 8 bars. Donc on passe parfois dans les communes sans pouvoir se connecter parce que les réseaux standards est à 4 bars. Donc il y a également le problème d'explication aux différentes collectivités. Bon, ça c'est un travail que nous faisons avec GRDF, avec nos amis Hervé et Copain qui est ici dans le secteur là. Et bien sûr c'est les techniciens. Bon, ça c'est un petit peu dur à faire passer. Ensuite, il faut aller montrer à la population des méthaniseurs qui fonctionnent, parce que l'idée des méthaniseurs, je le mets à côté de chez moi, ça sent. Non, la méthanisation ne sent pas. Ce qui est, ce sont les entrants qui émettent des odeurs. Donc on fait beaucoup de pédagogie en allant montrer des méthaniseurs qui sont en état de fonctionner, qui fonctionnent actuellement sans problème particulier. Voilà. Et est-ce qu'au niveau du syndicat, vous avez eu des initiatives, des démarches particulières, des réunions de sensibilisation, des engagements auprès des collectivités locales axés sur la méthanisation? Oui, donc déjà, nous, on a travaillé dans un premier temps en faisant une étude de planification énergétique. Donc ce travail a été fait avec l'ensemble de nos équipes. Ensuite, il y a l'agence d'urbanisme de Dunkerque qui nous a aidés également. Et dans ce travail, et comme je disais, il y a surtout un travail de concertation qui est nécessaire avec l'ensemble des élus, organisation de visites, donc de méthanisation, mais le travail donc sur le terrain avec GRDF, avec le monde agricole. Parce que le monde agricole, on ne peut pas leur donner la totalité. Il y a des aides qu'on peut apporter. Nous, par exemple, dans un secteur, on a lancé une DSP parce que, je vais vous expliquer la raison, sur les 59 communes qu'ils ont reliées en gaz, il n'y a pas de problème. C'est obligatoirement GRDF qui va intervenir. Mais quand il y a des communes qui ne sont pas rattachées en gaz, nous sommes obligés de lancer une DSP, c'est-à-dire de la concurrence. On peut avoir d'autres fournisseurs d'opérateurs qui viennent concurrencer GRDF. Et ça arrive. Donc ça fait partie de notre travail. Donc pour l'instant, on est vraiment au démarrage. On a fait une liaison qui était sur Stanford, à Calican. Donc là, le syndicat a pris en charge une grosse partie du réseau pour alimenter tout un centre, une partie commerciale et artisanale. D'accord. Et je vais vous poser la même question que j'ai posée à Philippe Magnier, mais sur un territoire un peu différent. Si vous deviez également résumer les retombées positives immédiates, territoriales de la méthanisation. Écoutez, la première retombée, c'est une retombée au niveau d'embauche de personnel. Parce que déjà, les méthaniseurs, il faut les construire. Donc je sais qu'il y a un gros travail qui est fait avec la région, justement, avec des organismes pour que tout soit fait, on peut dire en France, et en particulier dans le nord de la France. Ensuite, il y a indirectement des retombées pour du personnel, parce qu'un méthaniseur, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'est pas question de dire, je le fais tourner tout seul. Il faut être en permanence connecté, il faut le remplir. Hein. Donc il y a des embauches à la clé derrière. D'accord. Bon, ce que je retiens quand même des deux premières interventions, c'est qu'il y a des mots qui sont récurrents. Hein. Monde agricole, vous l'avez cité tous les deux, dialogue territorial, acceptabilité. On voit déjà qu'il y a des termes qui émergent. Peut-être avant de passer la parole aux intervenants suivants, est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des compléments à apporter? Je suis sûr que oui. Hein. Le plus dur, c'est la première question en général. Hein. Après, ça va mieux. Vraiment? S'ils sont tous convaincus, c'est parfait. Alors, Émilie Grossman, donc vous représentez une entité que vous allez nous décrire, qui s'appelle un cluster Energia d'Amiens Métropole. Alors, peut-être commencer par nous expliquer ce qu'est le cluster et quel rôle il joue dans la politique énergétique globale d'Amiens Métropole. Et puis un peu même question qu'à Philippe Magnier et qu'à Michel Decolle. Un cluster, finalement, quel rôle il peut jouer sur un développement local de méthanisation? Alors bonjour à tous. Alors effectivement, je suis manager projet énergie au sein du cluster Energia. Le cluster Energia en fait appartient à une entité, une association qui s'appelle Amiens Cluster et qui travaille en collaboration étroite avec Amiens Métropole. Vous m'entendez bien parce que je vois. Oui, pardon.
Notre rôle à nous, c'est d'accompagner aussi les services d'Amiens Métropole sur les questions énergétiques. Alors, pas nécessairement sur la méthanisation, j'y viendrai après, mais c'est aussi sur tout ce qui est la stratégie ville autonome en énergie, puisqu'avec le service d'Amiens Métropole, nous avons pu établir cette feuille de route dont parlait Philippe Magnier, qui vise à rendre la métropole d'Amiens autonome en énergie d'ici 2050. Et pour cela, on a développé plusieurs stratégies, notamment dans le cadre de la production ENR, dans le stockage de l'énergie, l'efficacité énergétique, le bâtiment et les initiatives citoyennes, justement, qui peuvent impulser les différentes initiatives en faveur de l'autonomie énergétique. Alors, j'en viens justement à pourquoi la méthanisation. Alors justement, on travaille aussi sur la méthanisation en créant des groupes de travail qui permettent de réunir différentes administrations, des entreprises, des chercheurs, où ce lieu permet aussi de réfléchir sur comment lever les verrous au développement de la méthanisation, puisqu'on a pu constater que ce sujet n'est pas très bien compris, n'est pas très bien maîtrisé par la plupart des acteurs du territoire. Notre rôle, c'est aussi de sensibiliser la population sur les nouvelles questions de méthanisation. Et donc voilà, d'essayer de réfléchir ensemble, puisque Amiens Cluster est aussi une plateforme collaborative qui réunit différents acteurs et qui ont un point commun, différents points communs. Et voilà, sur la méthanisation, on essaie justement de développer des synergies avec tous les acteurs locaux et régionaux aussi pour lever ces différents verrous. Peut-être situer Energia par rapport aux autres clusters dans la démarche globale d'Amiens Cluster, d'Amiens Métropole. Alors justement, il existe, avec les liens qu'on entretient avec Amiens Métropole, on est plutôt un lien complémentaire qui nous permet justement de faire le lien avec le monde de l'entreprise, le monde de la recherche, et de pouvoir développer des idées nouvelles et proposer des solutions à Amiens Métropole. On est plutôt vu comme quelque chose, je dirais, Philippe Magnier me reprendra, mais on est plutôt assez complémentaires. On travaille très régulièrement, on a des réunions hebdomadaires avec les services d'Amiens Métropole. Dans les mêmes locaux, voilà. Donc on travaille vraiment, on apporte une plus-value sur les questions, pas seulement de méthanisation, mais de manière plus globale sur l'énergie à mener sur les territoires d'Amiens Métropole. D'accord, merci. Même chose, des remarques, des réactions, des compléments par rapport au rôle d'un cluster comme celui d'Energia. Pas de complément particulier. Bon. Patricia Poupard. Alors vous avez deux casquettes, je vais prendre cette expression-là. Donc à la fois élu de la région en tant que conseillère régionale et élu d'un secteur local, le syndicat mixte Baie de Somme Trois-Vallées. Alors un petit peu comme aux trois personnes qui sont intervenues, en quelques mots, nous décrire ce qu'est le syndicat mixte Baie de Somme Trois-Vallées, où il se situe, sa fonction, son organisation, etc. Et la question derrière que je voudrais vous poser, c'est, et à la fois au niveau régional, et à la fois un organisme, une entité plus locale comme le Baie de Somme Trois-Vallées, quels engagements ces deux peuvent prendre concrètement pour le développement de la méthanisation? Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Patricia Poupard, donc j'habite sur l'ouest de la Somme et je suis effectivement élue au Conseil régional des Hauts-de-France auprès de Xavier Bertrand. Alors, l'échelon régional, effectivement, est important puisque c'est la région qui porte, suite à la loi NOTRe de 2015, le grand schéma, le SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'équilibre des territoires, et qui, effectivement, fixe les grands enjeux régionaux en termes de gestion des ressources, en termes d'attractivité, en termes d'habitat. Et forcément, donc, c'est la région qui donne un cadre dont s'inspirera chacun des territoires, chacune des collectivités. Donc ce cadre est en cours d'élaboration, il n'est pas encore définitif, il doit être validé donc, par le préfet au cours du premier trimestre 2020. Donc il a été soumis à enquête publique, probablement que parmi vous, certains ont peut-être participé ou contribué à la consultation publique et qui s'est achevée fin octobre donc, de cette année. Et donc là, on attend le rapport du commissaire enquêteur. Donc ce grand schéma a vocation réellement à inscrire les grands enjeux de la région à l'échelon des territoires
et réellement d'inscrire le développement des énergies renouvelables comme étant une solution alternative à l'éolien notamment, puisque vous le savez, Xavier Bertrand s'est fortement positionné en disant qu'aujourd'hui on est la première région des Hauts-de-France en termes d'éolien, avec plus de 4000 mégawattheures de production. Donc on est déjà dans les critères en termes de production d'énergie renouvelable en éolien largement atteint. Donc l'idée, c'est de poursuivre le développement des énergies renouvelables, mais sur d'autres vecteurs. Donc la méthanisation en fait partie, puisque nous travaillons effectivement en partenariat avec GRDF, mais aussi avec l'ensemble des acteurs, que ce soit la Fédération de l'environnement, enfin tous les acteurs se sont mis autour de la table pour développer la méthanisation, mais également le photovoltaïque et également l'hydrogène. Il y a une filière hydrogène qui est en cours de mise en place également sur le territoire des Hauts-de-France. Donc réellement, pour en faire une région attractive, puisque au travers de l'énergie renouvelable, c'est aussi développer l'emploi et l'attractivité de la région. Et avec en toile de fond, ce qui a été mené par la mandature précédente, c'était REV 3, donc la troisième révolution industrielle. Et pour nous, s'inscrire dans cette démarche de développement d'énergie renouvelable, c'est s'inscrire dans cette démarche de troisième révolution industrielle, génératrice d'emplois, ça a été souligné, pas seulement dans la méthanisation, mais également sur les autres secteurs, et génératrice également d'attractivité régionale. Donc on veut être la première région en matière de production d'énergie renouvelable, et également en termes de troisième révolution industrielle. Donc ça, c'est l'une des ambitions qui concourt, comme vous l'avez dit, au développement économique, à l'emploi et à l'attractivité de la région. Et dans un souci d'équilibre des territoires. Donc c'est là que, effectivement, intervient le syndicat Betsom Trois-Vallées. Donc c'est un syndicat mixte dont la surface occupe, on va dire, presque l'arrondissement d'Abbeville, donc on va dire la partie ouest de la Somme. Le syndicat mixte porte deux grandes compétences. La première, c'est la préfiguration de la constitution d'un parc naturel régional, donc, qui serait le 5e parc naturel régional de la région des Hauts-de-France. Donc un parc naturel régional a vocation à la fois de faire en sorte que l'environnement devienne une opportunité de développement économique. C'est-à-dire, c'est de jouer effectivement sur la préservation de l'environnement et d'en faire un outil au service de développement économique. Il ne s'agit pas de mettre... environnement à la fois énergie, tourisme... Voilà, environnement, l'empreinte naturelle qui caractérise notre territoire autour de la baie de Somme, donc qui est déjà classé grand site de France, mais aussi donc on a déjà une image naturelle, une image en termes d'attractivité touristique, mais le but étant aussi de faire en sorte que cette empreinte naturelle ne soit pas, qu'on ne vienne pas entamer cette image naturelle par trop de flux touristiques et de faire en sorte qu'il y ait un maillage qui s'opère entre le trait de côte et l'arrière-pays. Donc c'est le sens du parc naturel régional, c'est de faire en sorte effectivement que l'ensemble du territoire puisse porter une image de préservation de l'environnement et de développement économique. Donc actuellement nous ne sommes pas officiellement labellisés PNR, et c'est un outil aussi, le PNR étant un outil de la région au service des territoires. Donc c'est un outil qui a été porté par les élus et c'est réellement un levier finalement utile parce que la région engage des fonds importants dans le développement des parcs naturels régionaux et c'est, je dirais, c'est une étiquette, c'est une tête de gondole magnifique que l'on pourra avoir sur notre territoire. Donc le parc naturel régional et donc forcément quand on parle de parc naturel régional, derrière, on décline effectivement la gestion des ressources, la production d'énergie renouvelable, la réduction de la consommation énergétique. Et pour nous, l'un des enjeux se situe au niveau de la mobilité. On est une région attractive et c'est de réduire effectivement l'empreinte carbone en termes de mobilité. Donc développer les mobilités douces, favoriser, je dirais, l'utilisation du transport en commun. Enfin, on a des objectifs de multiplier par 3 l'usage du transport en commun. Et de permettre d'utiliser également le réseau ferré, puisqu'on a augmenté avec le nouveau service annuel avec la SNCF, augmenté le nombre, la fréquence, on va dire, des arrêts sur notre ligne, pour l'instant Boulogne-Paris. Donc c'est réellement de mettre sur la mobilité. Après, l'autre volet important, c'est sur le résidentiel, qui est un autre enjeu, c'est-à-dire comment réduire la consommation énergétique et
et comment développer parallèlement effectivement les énergies renouvelables, puisqu'on est énormément consommateur d'énergie fossile sur notre territoire. Donc, et la deuxième compétence que porte le syndicat mixte Baie de Somme Trois-Vallées, c'est la compétence SCOT, donc le schéma de cohérence territoriale, qui lui fixe un cadre réglementaire qui va s'appliquer à l'échelon des collectivités, des EPCI, dans l'élaboration du plan des PLUI, des plans locaux d'urbanisme. Et à ce niveau, effectivement, le rôle des collectivités par rapport à la méthanisation, ça peut être inscrire effectivement dans leur PADD ou dans leur règlement, je dirais tous des éléments mettant en faveur le développement. Enfin, nous, au niveau de Baie de Somme Trois-Vallées, on a retenu effectivement la méthanisation en termes de développement. Aujourd'hui, on a 8 projets en cours sur le territoire. On a un objectif d'arriver à 12 si tous les critères effectivement d'acceptabilité de porteurs de projets effectivement sont respectés. C'est de développer également le photovoltaïque sur les bâtiments ou sur les friches industrielles, donc sur les bâtiments publics. C'est une initiative qui a été déjà engagée par quelques communes sur le territoire, donc il s'agit de donner finalement plus d'élan dans cette démarche-là. Et également sur le bois énergie, qui est un sujet sur lequel on a déjà travaillé avec le déploiement de réseaux de chaleur, comme sur Abbeville où il y a déjà un réseau de chaleur en bois énergie, puisqu'on a la chance d'avoir un massif forestier. Donc sur le volet méthanisation, donc en partenariat effectivement avec GRDF, au niveau de Baie de Somme Trois-Vallées, dans le cadre du PCAET, du plan climat et énergie et territoire, on accompagne effectivement les porteurs de projets dans le domaine agricole ou collectivité, mais pour l'instant les porteurs de projets sont avant tout des porteurs de projets privés, et de les accompagner le mieux possible aujourd'hui, à la fois sur les éléments de communication qu'on peut leur apporter, mais aussi leur mettre à disposition les outils qui existent au niveau de la région, au niveau du CERD notamment, et de mettre effectivement les partenaires autour de la table, que peut être GRDF, mais aussi la FDE de la Somme avec Territoire d'énergie. D'accord. Et puisqu'on parlait de bonnes pratiques, moi je me souviens d'une réunion qu'on avait organisée il y a de ça environ 18 mois sur le thème de la méthanisation avec le syndicat mixte Baie de Somme Trois-Vallées. On avait plus d'une centaine de participants, je pense, et à 90% une population agricole. Et on avait pu, après l'organisation de cette réunion, en mesurer les retombées, parce qu'on avait eu nous-mêmes un certain nombre d'appels de la part d'agriculteurs qui étaient présents, qui avaient un peu découvert le sujet, et chez qui on avait éveillé finalement un intérêt pour la méthanisation et le développement des énergies renouvelables. Ouais. Tout à fait. En fait, comme c'est un... Voilà, bon, moi, en tant qu'élu régional, c'est aussi mon rôle, quelque part, d'être le relais de la parole de la région à l'échelon du territoire. Et en étant vice-président du syndicat mixte, ça me donnait la double légitimité d'organiser, effectivement, en partenariat avec la FDE sur le territoire, une réunion thématique à vocation de susciter des porteurs de projets. Donc, elle a eu lieu au mois de juin. Ce fut à cette occasion l'occasion aussi d'amener d'autres porteurs de projets, hein, donc je pense qu'ils sont peut-être là. Hein, donc il y avait des porteurs de projets du Pas-de-Calais, oui. Et puis également sur l'Oise, avec des systèmes de méthanisation différents, parce qu'on sentait, je suis agricultrice aussi, hein, donc je connais aussi le milieu agricole, et on sentait qu'il y avait l'idée était présente, en fait, était présente dans la tête des agriculteurs, mais à un moment donné, c'est aussi le rôle des collectivités de permettre à cette idée de se transformer en réalité et finalement d'apporter, d'être un peu un catalyseur, un vecteur d'accompagnement de ces porteurs de projets dans une démarche effectivement d'aller plus loin dans la réflexion et de passer finalement de l'idée à la réalité. Même si le chemin est très long quand on regarde le tableau là derrière. Mais c'est le rôle que l'on essaye de jouer. Près, en fait, le tableau, hein. C'est le rôle que l'on essaye de jouer, c'est de, en fait, suite à cette réunion, eh bien, effectivement, on a pu détecter des porteurs de projets qui se sont engagés et que l'on réunit régulièrement pour faire le point sur l'état d'avancement, sur les difficultés rencontrées et comment, effectivement, les élus peuvent accompagner ces démarches-là. D'accord, merci beaucoup. Vous l'avez évoqué, il y a un enjeu d'emploi, mais il y a aussi un enjeu agricole d'un point de vue environnemental. Parce que même si on cherche à utiliser du sourcing local, hein, qu'il soit auprès des collectivités, puisque c'est aussi l'économie circulaire, c'est de valoriser les déchets des collectivités, mais c'est aussi permettre aux agriculteurs de valoriser aussi les déchets qui peuvent être produits sur l'exploitation et d'avoir des pratiques beaucoup plus vertueuses en termes de gestion des effluents et en termes d'utilisation des engrais, puisque le digestat est restitué au sol et permet de pallier, en fait, de baisser les apports d'engrais, on va dire chimiques,
et donc de réduire l'empreinte carbone au niveau des sols si les techniques d'épandage utilisées sont bien utilisées. Et donc, c'est doublement vertueux. Donc, les agriculteurs s'y retrouvent parce qu'ils réduisent leur consommation d'engrais. Ils réduisent aussi l'utilisation de produits type pesticides parce qu'ils insèrent des cultures intermédiaires à vocation énergétique qui vont couvrir le sol, donc qui peuvent être récoltées et pour lesquelles finalement même la mauvaise herbe, si elle est présente, n'est pas inutile puisqu'elle va contribuer effectivement. Et donc on réduit l'impact, on améliore les pratiques agricoles et environnementales pour les exploitations agricoles. Il ne faut pas oublier de le dire parce que certes il y a l'emploi, mais aussi ça conduit à des pratiques vertueuses au niveau des agriculteurs. Ce que vous nous dites, c'est que la méthanisation n'est pas qu'un processus de production d'énergie, c'est aussi un processus environnemental global. D'accord, entendu. Des questions, des réactions, des compléments? Sinon, je vais désigner quelqu'un d'office. Donc, voilà. Donc, Sébastien Chaplet, directeur de la SEM Énergie Hauts-de-France. Une question pour les représentants de collectivités, que ce soit syndicats d'énergie ou territoire. Pour savoir, jusqu'où en fait l'implication des territoires va, parce que le premier échelon c'est effectivement la programmation, les études de programmation énergétique, PCAET, mais on voit certains territoires s'impliquer davantage en accompagnant les études préalables par des subventions, en trouvant des terrains pour des porteurs de projets, voire en créant des chartes. Et même en étant parfois cofinanceur de projets, voire maître d'ouvrage, qui est l'échelon ultime. Et donc je voudrais savoir, pour chacun d'entre vous, en matière de collectivité, quel est le niveau d'implication que vous envisagez pour accompagner ces porteurs de projets? J'en profite pour vous dire que nous avons une plaquette qui circule, n'hésitez pas à vous la procurer. Elle reprend un peu tout ce qu'on est en train de dire. Alors, notre réflexion actuelle, on ne peut pas être maître d'ouvrage. Une collectivité comme la métropole ne veut pas être maître d'ouvrage parce qu'on n'est pas compétent en agriculture. On est en déchets ménagers, on a le droit de mettre des compléments d'agroalimentaire, mais voilà. Par contre, je vous l'ai dit tout à l'heure, on accompagnait pour faire le dialogue territorial, que M. Lovell m'a repris. Non mais là, la réflexion que l'on a actuellement, c'est de pouvoir entrer pour insuffler l'installation de méthanisation, de pouvoir entrer au capital de sociétés de projet. Alors il y a des conditions, il faut que ce soit une SAS, ça ne peut pas être une autre structure, on n'a pas le droit. On ne peut pas être à l'origine de la SAS, on n'a pas le droit non plus, alors que la région peut être à l'origine d'une SAS, mais les collectivités telles que les comités d'agglo, on n'a pas le droit d'être à l'origine. On peut rentrer dans le capital. Donc c'est un peu la réflexion qu'on mène aujourd'hui pour aider au développement de la méthanisation agricole. Donc je voudrais apporter un petit complément là-dessus. Bon, donc au niveau du SIECF, comme je disais tout à l'heure, on lance des DSP. Donc ces DSP, c'est-à-dire la création de nouveaux réseaux. On peut également, nous, pour le syndicat, prendre part dans cette création de réseau, à condition que ça soit raisonnable. Parce que si vous avez un chantier de méthanisation qui se retrouve à une dizaine de kilomètres pour aller se connecter dans les poches de consommation, parce qu'il y a ce problème-là, nous, dans notre secteur, on a deux poches de consommation importantes, qui sont le Domarois et le Dunkerquois. Donc si on fait de la méthanisation que pour le monde rural, on ne va pas consommer suffisamment. L'hiver, les chaudières tournent. L'été, le gaz, on ne le consomme pas énormément. Donc, si vous voulez, notre travail, c'est d'aider financièrement à la création de ces réseaux quand ce n'est pas la compétence GRDF. C'est-à-dire les communes qui ont déjà leur gaz, c'est GRDF qui doit se substituer aux collectivités. C'est une très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, nous, sur notre territoire de Baie-de-Somme-Trois-Vallées, l'engagement, il est porté par les élus du syndicat Baie-de-Somme-Trois-Vallées, nous sommes des élus émanant des collectivités territoriales. À ce jour, moi, le document le plus révélateur, finalement, de l'engagement des collectivités, c'est le PLUI.
c'est le meilleur outil qui peut permettre le développement de la méthanisation, le PLUI. Et puis après, à partir du moment-là où on inscrit l'engagement de la collectivité effectivement d'accompagner, déjà d'avoir un engagement politique, c'est déjà un soutien politique, c'est déjà le premier des soutiens. L'engagement financier, pourquoi pas, enfin je veux dire, parce que c'est des engagements financiers lourds qu'il y a à chaque fois, des engagements, alors que ce soit pour monter le projet de méthanisation ou pour pouvoir faire le développement du maillage pour GRDF, qui est aussi un autre enjeu. Et aussi, pourquoi pas, demain, l'engagement des collectivités peut se traduire par permettre davantage d'usagers d'accéder au réseau gaz. En fait, ça peut être un engagement que peut prendre la collectivité. Je pense que la collectivité ne peut pas, à un moment donné, se substituer aux porteurs de projets. Elle ne peut qu'accompagner finalement les porteurs de projets en inscrivant bien dans le cadre de leur PADD effectivement une volonté d'accompagner, une volonté politique. Et après, l'engagement qu'elle peut prendre, c'est favoriser le raccordement des usagers, enfin des habitants du territoire au réseau gaz, dans la mesure où, en apportant éventuellement un soutien financier pour déployer le réseau. Je pense que c'est du rôle de les collectivités d'intervenir plus sur le domaine public. Et après, si des porteurs de projets souhaitent effectivement ouvrir et que si la collectivité souhaite s'engager, il peut y avoir des partenariats qui s'opèrent, comme vous le disiez tout à l'heure, des engagements en tant que porteurs de capitaux. Peut-être une... Oui, donc Monsieur Thierry, Fédération régionale France Nature Environnement. Une question peut-être pour Madame Poupard. En zone rurale, et par exemple dans l'arrière-pays du périmètre du PNR, quel est pour vous le projet idéal de méthaniseur en termes d'approvisionnement? Le projet, il faut avoir un mix dans les ressources. Il faut que ce soit un projet d'économie circulaire. Enfin, quand on parle parc naturel régional, il y a quand même une ambition de développer l'économie circulaire. Donc, il faut qu'il y ait réellement, que ce soit un projet de territoire porté à la fois par des agriculteurs, mais pas uniquement. Il faut que le projet de méthanisation puisse créer du lien. Donc, du lien avec les collectivités dans la gestion des déchets. Pour une part, on sait que les déchets verts, notamment les tontes, peuvent rentrer dans le cadre de la méthanisation. Des déchets alimentaires, cela suppose qu'il y ait un hygiénisateur qui soit installé et le coût n'est pas neutre de l'installation. Alors peut-être que la collectivité peut investir dans l'hygiénisateur pour que effectivement on valorise ces déchets organiques des ordures ménagères, qu'on puisse les trier en amont et qu'on puisse les rendre méthanogènes et entre guillemets neutres ou sûrs pour les faire entrer dans la méthanisation. Donc ça, c'est un enjeu. Et puis après, on a aussi des entreprises qui existent sur les territoires. On a quand même des entreprises, monsieur le disait tout à l'heure, l'industrie agroalimentaire, qui est présente également, peut-être pas en nombre, mais suffisante pour essayer de trouver aussi un deal avec les entreprises qui sont reconnues à l'échelon national ou voire plus, ou européen. Et ça peut être aussi un vecteur d'éthique pour ces entreprises-là en termes de marketing de demain, de pouvoir se dire moi aussi je me soucie en tant qu'entreprise, je m'implique dans le projet en utilisant soit l'énergie ou en valorisant une partie de mes déchets par le biais d'un méthaniseur. Et donc je pense que sur l'arrière-pays littoral, là où effectivement des projets peuvent s'installer, je pense que le réseau actuel de GRDF permet d'imaginer des projets et il faut effectivement que les collectivités puissent s'engager autour de ces projets. Donc les collectivités en termes de gestionnaires des déchets, les entreprises qui existent en termes de... Bon, après les coopératives, dans les entreprises agroalimentaires, on met également les coopératives agricoles qui ont aussi des issues de céréales ou des écarts de tri qui peuvent être valorisés. Et donc de se dire finalement il faut créer une filière d'économie circulaire sur le territoire. Parce que si c'est pour aller effectivement faire des kilomètres pour importer de Belgique ou de sud de la France ou de je ne sais... Enfin je veux dire, on se trompe de finalité. Bonjour, merci pour cette présentation. On entend ? Oui,
On y va alors. Donc Maria Tino, responsable du pôle renouvelable chez Normandie Énergie, région voisine. Je me posais des questions en vous écoutant. On a beaucoup entendu parler d'acceptabilité, aussi d'appropriation des questions relatives à la méthanisation auprès des habitants des territoires, puisqu'effectivement, on le disait, les premiers projets de méthanisation n'ont pas toujours été particulièrement exemplaires. Et je me demandais si vous aviez peut-être des conseils. On n'entend pas? Faut que je revienne? Vous avez entendu? Merci. Je me demandais s'il y avait en fait des conseils, des opérations, des actions particulières qui avaient été menées pour favoriser l'acceptabilité et si vous pouviez les partager avec nous. La question qui a été posée, en fait, c'est une bonne transition. On ne s'est pas concerté sur la dernière partie de la table ronde. À 2 ou 3 reprises, on a parlé de dialogue territorial, d'acceptabilité, notamment vis-à-vis du citoyen, du local. Et la question qui est posée, c'est vraiment une transition, c'est le dernier sujet que je voulais aborder, c'est est-ce qu'il y a des outils, des conseils ou des outils à la maille des collectivités pour favoriser, pour aider le dialogue territorial et l'acceptabilité locale? Moi, je vais répondre. Je pense que je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est au moins avoir la possibilité de visiter les ateliers de méthanisation. Ça, c'est déjà la première des choses. Parce que les gens se font de fausses idées et ils ont parfois également de faux éléments. Donc la méthanisation ne sent pas. Ça, je peux vous l'assurer. Pas très loin de chez moi, j'ai 2 méthaniseurs côte à côte, ça ne sent pas. Le problème, ce sont les entrants. Quand les camions arrivent, quand ils viennent déverser dans les stands, là, ça sent. Mais actuellement, il y a un gros travail qui est fait par les agriculteurs, justement, pour mettre ça dans des locaux fermés, à des compressions. C'est-à-dire qu'ils viennent balayer à l'intérieur et ça ne sent plus dans le voisinage. Ensuite, comme madame le disait, il y a l'emploi de tout ce qui concerne j'oublie le terme, les déchets. Là, une fois que tout est passé dans au digesta, tout ça, le digesta, donc c'est stocké dans de grands réservoirs. J'en ai un sur ma commune, à 500 mètres de chez moi. Je vous assure, ça ne sent pas. Après, il faut derrière faire l'épandage qui soit fait suivant les normes. On ne peut pas épandre comme ça et tout laisser. En règle générale, on l'épand et s'enfouit tout de suite derrière. Et je pense que vous avez très bien exposé le sujet, c'est que pour les agriculteurs, c'est un plus pour eux également, parce qu'ils ont moins d'engrais à acheter et leurs matières premières, bien souvent, ce sont eux qui l'ont. Dans le secteur qui me concerne, sur le Dunkerquois, je peux vous dire que sur les 2 méthaniseurs qui sont à côté de chez moi, vous savez ce qu'il y a, ce sont les oignons, parce que quelquefois les oignons, ils sont gâtés, les pommes de terre, les bananes qui arrivent de l'étranger, là, tout n'est pas utilisé pour la revente. Puis après, bien sûr, les déchets verts. Le département a mis en place un système d'aspiration du broyage qui fait c'est des routes départementales. Bon, c'est un apport. Mais l'apport se fait au moment où on en a moins besoin. C'est ça qui est le problème. C'est que tout ça, ça arrive bien souvent l'été et on a besoin beaucoup de gaz, c'est l'hiver. Donc il y a un gros travail encore à faire de préparation. Je vais peut-être répéter, je n'ai pas tout à fait entendu. Non, je crois que pour favoriser effectivement ce dialogue territorial, il faut expliquer et montrer aux riverains le plus proche possible du projet, ce qu'est une usine de méthanisation. Ça, c'est essentiel. Il y en a beaucoup. Dans le monde agricole, il y en a de plus en plus. Le Nord-Pas-de-Calais, qui n'est pas loin d'ici, il y en a plus que dans la Somme. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, après, il faut un véritable dialogue, qui ne soit pas un dialogue de sourds. Il faut vraiment associer les populations, parce que les gens, maintenant, tout le monde a évolué, les cultures ont évolué. Et il y a plus, vous ne rencontrez plus des sachants et des gens qui ne savent pas. Enfin, c'est clair, hein, les gens, les technologies qu'on a aujourd'hui se renseignent très bien. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à une réunion dans une de nos communes où les gens s'étaient superbement documentés. Il n'y avait rien à dire, ils avaient tous les éléments en main. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Les agriculteurs qui avaient ce projet, qui ont des petits différends avec ces riverains-là, n'avaient pas intégré ça. Ils avaient fait voir une usine,
dans le Pas-de-Calais. Les gens disent très bien, mais nous on a regardé sur Internet, ce qu'ils ont fait voir, ce qu'on a vu dans le Pas-de-Calais, c'est pas ce qu'ils vont nous construire. Donc il faut pas sous-estimer, il faut prendre le temps de dialoguer, il faut expliquer vraiment ce qu'on veut faire, le montrer. Si c'est pas montrable, il faut s'engager fortement, parce que tout le monde maintenant a accès à tout. Et voilà, il faut bien faire attention à ça, puis dialoguer. Alors c'est ce qu'on essaie de faire, nous, notre rôle, parce qu'on n'est pas compétent, ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas compétent dans le domaine. La méthanisation agricole n'est pas la compétence d'une communauté d'agglomération, mais par contre on est compétent en méthanisation, donc on peut apporter des conseils, et puis surtout faire que l'échange, le dialogue se noue et se déroule bien. Un complément sur le sujet Pas de complément. En complément, pour répondre, alors ce qui a été dit est tout à fait vrai, mais pour répondre précisément sur les outils, la question que vous avez posée. Donc en région, il y a le CORBI, donc Comité opérationnel régional pour le biométhane injecté, qui donc d'ailleurs est à l'origine un peu de la journée d'aujourd'hui, et qui a un groupe de travail, sur le dialogue territorial. Et c'est le CERD d'ailleurs qui pilote. Alors je me suis retourné, j'ai vu personne du CERD, sinon elle aurait été plus à même que moi à répondre à cette question. Donc le CERD a créé et fait valider une charte régionale. Cette charte, on engage les porteurs de projets à signer cette charte. Et cette charte, en fait, elle pose les bases du dialogue territorial, c'est-à-dire évaluer les acteurs du projet, aux alentours du projet, qui sont partie prenante en quelque sorte, de les regrouper le plus vite possible et de poser les bases d'un dialogue serein à partir de cette charte. La CERD a également créé, le groupe de travail dialogue territorial du CORBI piloté par le CERD a également créé un document très complet qui rappelle ce que c'est que ce dialogue territorial et explique comment le mettre en œuvre. Donc je suppose que le CERD a un atelier ici, intervient et ce document est disponible. Mais ce sont des outils qui ont été pensés, réfléchis par les acteurs de la filière pour aider les porteurs de projets à organiser ce dialogue territorial et éviter ce qui s'est fait ces dernières années où globalement les porteurs de projets se disaient je ne suis pas encore sûr exactement ce que je vais avoir à faire, donc j'en parle pas et j'attends le dernier moment. Et le dernier moment, c'est souvent trop tard. C'est le pire. Donc les acteurs de la filière, via le CORBI, essayent de modifier cet état de vue en mettant en place des outils favorisant le dialogue territorial. Et donc juste pour compléter, au niveau du syndicat Baie de Somme-Trois-Vallées, on a fait une réunion spécifique sur cette thématique-là en faisant intervenir effectivement le CERD et donc justement sur la communication. Mais c'est pareil, entre ce qui est dit et la réalité du terrain, c'est pas toujours simple. C'est pas pour autant quand on apporte l'information, on ne règle pas forcément tous les problèmes. Voilà. C'est une condition nécessaire mais pas toujours suffisante. Voilà. Juste avant de conclure, est-ce que sur ce sujet-là, sur l'acceptabilité, le dialogue territorial, est-ce qu'il y a d'autres remarques, compléments, questions particulières ou pas? Pas forcément. Alors, du coup, si on a abordé la question de l'acceptabilité, la dernière question que je voulais vous poser, c'est sur les facteurs clés de succès qui sont à la maille des collectivités. Quels sont, selon vous, les primordiaux qu'il faut impérativement mettre en œuvre, mis à part l'acceptabilité qu'on vient de développer aujourd'hui? Il y a quand même le problème des camions. Pour alimenter une méthanisation quelle qu'elle soit, et agricole, dans un rayon acceptable pour un transport avec une remorque accrochée derrière un tracteur, on n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas toute l'année. Parce que la méthanisation, ça ne marche pas 3 mois par an. Une fois que c'est parti, c'est parti. Enfin, il faut qu'il y ait toujours du biogaz dans le méthaniseur. Voilà. Et donc il faut l'alimenter toute l'année. Et l'alimenter toute l'année, il faut aller chercher des déchets, quels qu'ils soient, enfin dans le domaine agricole, mais sur les déchets agricoles, quelque part. Donc il faut être capable de stocker
parce que c'est aussi une solution, mais si on stocke, il faut aussi prévoir l'approvisionnement par des camions. Donc ça, c'est primordial. On est dans le milieu rural, c'est difficile de faire comprendre à des gens qui sont dans une petite rue tranquille où ils passent un tracteur tous les 2 fois par jour, devoir passer 5-10 camions à une période. Donc ça, c'est primordial pour faire accepter, c'est de gérer ce flux et également de gérer ce flux qui va déboucher sur une route départementale plus importante quelque part. Il y a des conditions à régler en amont avec le département pour accepter ce transport routier. Et hors gel, vous avez raison madame, hors gel en plus. Voilà. Sur le sujet, moi j'ajouterais seulement au titre d'Amiens Cluster que nous, à notre échelle, ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser le grand public en organisant par exemple des conférences ou des animations pour décrypter un peu comment fonctionne la méthanisation et s'adresser non seulement aux populations d'Amiens Métropole, mais aussi sur un territoire beaucoup plus large, parce qu'on est tous concernés, surtout sur un territoire rural. Voilà. De mon point de vue, moi je pense que l'enjeu c'est la communication. Donc l'acceptabilité de la population c'est une chose, mais c'est la communication aussi avec l'ensemble des acteurs du territoire. Au-delà, c'est-à-dire moi ce sont les élus qui sont aussi, je dirais, les porte-parole d'une ambition qui peut être à l'échelon régional, parce qu'il y a une ambition quand même, la finalité derrière. C'est pas la méthanisation pour la méthanisation. La finalité derrière, c'est bien de réduire son empreinte carbone, son impact carbone. Et je pense qu'il ne faut pas oublier cette finalité. Et expliquer, pédagogie, explication, oui, pédagogie. Et ne pas perdre le pourquoi, le mobile qui nous amène, voilà, donner du sens. Et je pense qu'il faut, voilà, pour moi, c'est l'un des enjeux, l'une des clés, c'est bien que l'ensemble des élus prennent conscience du sens que l'on souhaite donner à son territoire. Oui, donc je pense que beaucoup de choses ont déjà bien d'être dites. C'est toujours embêtant d'être le dernier. Mais comme vous expliquez, c'est également un message à faire passer. Dans notre monde rural, beaucoup de personnes sont encore avec le fioul. Donc c'est intéressant d'avoir les canalisations qui passent à côté. Ensuite, priorité dans nos villages, ce sont tous les services, au niveau des écoles, au niveau des salles, tout ça, à passer au gaz. Moi, je suis dans ma commune, je suis prêt à le faire, à condition d'avoir les canalisations qui passent dans le village. Bon, mais ça, ce travail-là, ça ne sera pas fait du jour au lendemain, il y aura encore des années de travail. Les méthaniseurs, ce n'est pas un souci parce qu'on les accepte facilement en campagne. Les agriculteurs sont partants. En règle générale, ils n'ont pas beaucoup de voisins. Ils sont allés le premier voisin, c'est à 300-400 mètres. Donc il n'y a pas de gros soucis. Mais c'est également, comme monsieur disait, c'est tout ce qui concerne le transport. Parce qu'il y a bien les entrants et il y a les sortants. Et ça, c'est un souci. Parce que dans nos campagnes, c'est bien souvent des routes départementales. 2 camions ont quelquefois des difficultés pour se croiser. Donc il y a toute une organisation à faire. D'accord, donc circulation automobile, enfin camions, véhicules, communication, sens. Juste pour terminer sur la notion de sens, est-ce que vous pensez justement que la valorisation du biométhane sous forme bio-GNV, biocarburant, peut être un élément d'acceptabilité et de sens local ? C'est possible, mais les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est qu'aujourd'hui, l'énergie est communale, essentiellement. Et dans le département, il y a une fédération départementale de l'énergie. Et il y a 6 communes, les plus grosses, plus importantes, hors Abbeville, je n'oublie pas Abbeville, qui n'y sont pas. Et suivant le découpage territorial qui est subtil, hein, parce qu'on voit la campagne comme elle est, mais le découpage territorial c'est très très subtil, hein, fait qu'on peut avoir des difficultés parce qu'on peut faire une usine de méthanisation qui est proche d'un réseau ou proche d'une collectivité, d'un groupement de communes, enfin, donc il y a les clients, mais on n'est pas dans la même structure au niveau de l'énergie. Donc il y a cette difficulté-là. Je crois, M. Delobel, a longuement discuté sur ce sujet où il y a des blocages parce qu'on délègue la réalisation d'un réseau gaz à une entité qui ne le fait pas.
Et voilà. Donc c'est la subtilité territoriale, les intercommunalités, alors je ne sais pas si c'est une bonne chose, je ne prends pas de jugement de valeur sur ce que je vais dire, n'ont pas été jusqu'au bout dans le transfert de compétences. Voilà. Maintenant, c'est certainement pas un jugement de valeur, c'est simplement un constat. Et il y a derrière des enjeux financiers extrêmement importants. Quand vous payez votre facture de gaz, il y a une ligne qui revient entre autres aux collectivités. Et c'est un peu ça qui coince aujourd'hui. Oui. Donc, on a eu l'occasion de se déplacer et d'aller visiter effectivement une unité de méthanisation chez Audi en Allemagne, et on a pu observer effectivement que le développement des véhicules qui fonctionnaient au biométhane est bien plus important que ce que l'on a nous chez nous. Donc il est très implanté en Allemagne, c'est très implanté en Italie. Malheureusement, en France, motiver des particuliers à acheter des véhicules bio-GNV, faut-il encore qu'on ait pléthore de choix. Et aujourd'hui, je pense que c'est un manque. Enfin, moi, je discutais avec une entreprise là qui était là et me dit, moi, je voulais acheter des véhicules bio-GNV en tant qu'entreprise et je n'ai pas pu le faire. Il faut que j'aille m'approvisionner en Allemagne pour acheter ce type de véhicule. Alors aujourd'hui, la priorité n'est pas sur les véhicules des particuliers, même s'il faut le garder en ligne de compte, en objectif ou en finalité. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce sont au travers des bus, du transport de bus. Et donc, il y a une réflexion effectivement au niveau de la ville pour implanter donc une station de bio-GNV. Parce que quand effectivement, vous voyez, si on pouvait voir les transports scolaires ou les transports routiers fonctionner avec un logo je roule au bio-GNV, effectivement, la communication là, peut avoir apporté un sens complémentaire. Donc il y a le rôle des collectivités qui peuvent, au travers des accords de délégation avec des transporteurs, des sociétés de transport privées, donc peuvent mettre dans leur cahier des charges, effectivement, l'équipement obligatoire d'avoir un minimum de flotte équipée en moteur roulant au gaz propre et qui permettent effectivement d'imaginer l'implantation de stations. Mais aujourd'hui, les stations bio-GNV sont trop peu nombreuses pour en faire un déploiement démocratique. Michel Decaux, un complément ? Écoutez, en arrivant ici dans le salon, j'ai pu voir l'autocar qui est là-bas dans le fond, là, qui a été financé en grande partie par le SIECF, dans le cadre d'un projet qui avait été lancé par le gouvernement, le précédent gouvernement, qui s'appelait le TEPCV. Et à partir de là, donc nous avons posé candidature et la majorité des collectivités ont acheté des voitures au gaz. Et en l'occurrence, il y a une grosse collectivité qui est en Scott, qui a acheté un bus au gaz en GNV. Et comme vous le dites, le problème, c'est d'avoir les stations de remplissage. Donc là, c'est pas compliqué. La collectivité a mis en place sa propre station de remplissage. Tout comme nous avons des véhicules électriques et des véhicules gaz. Je pense d'ailleurs que mes collègues sont venus aujourd'hui en véhicule gaz. Mais il faut bien prendre ses précautions parce que je ne suis pas certain dans le secteur qu'il y a des pompes de rechargement. C'est ça le problème. Et ça, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Bon, ce n'est pas un simple syndicat qui peut le faire. Nous, on l'a fait pour l'instant, pas sur le gaz, sur l'électricité, avec les bornes de rechargement. On a mis en place une quarantaine de bornes sur l'ensemble de notre territoire, y compris dans les petites communes. Et on est actuellement surpris parce qu'on a une moyenne de 10 à 15 charges par mois. C'est-à-dire, ce n'est pas énorme. Après, il y a des bornes qui sont plus importantes sur Bailleul, centre-gare de Bailleul. Là, c'est beaucoup plus conséquent. Et encore, on a pris des bornes pas à recharge rapide. Il faut au minimum 3-4 heures de rechargement. Vous voyez, mais c'est ce travail-là, il faut l'entreprendre. Ce n'est pas le syndicat seul. Je pense qu'on doit être appuyé par la région et également par l'État pour donner un coup de pouce à l'acquisition de ce type de véhicule. Il y a l'implantation de stations. Oui, mais après, il y a l'autre problème. Bon, je ne vais pas trop déborder parce qu'on a déjà bien dépassé le temps. C'est les emplacements. Les bornes électriques, c'est bien bon, mais les bornes électriques, l'emplacement est bloqué pendant une paire d'heures. Donc il faut trouver le bon équilibre. Écoutez, s'il n'y a plus de remarques, plus de questions, plus de compléments, il ne me reste plus qu'à remercier nos 4 invités. Merci à vous tous et bonne suite de Métamorphose.